Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobiles aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau, il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux,
règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire ? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite.
Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de barils de pétrole sont raffinés quotidiennement. Un volume capable de remplir des milliers de piscines olympiques par heure. Mais parmi cette masse se trouve un pétrole que la plupart des raffineries redoutent. Le lourd brut mexicain Maya. Épais, noir, gorgé de soufre. Presque inutilisable pour les carburants modernes. Et c'est précisément ici, à Deer Park près de Houston, qu'on le casse, qu'on le purifie et qu'on le transforme en énergie pour tout un continent. Comment du quasi-mazout donne-t-il naissance à de l'essence? Et quel processus se cache derrière ces tours métalliques? Suivez-nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce dont même les ingénieurs ne parlent pas. Aujourd'hui, nous voici sur l'un des sites industriels les plus puissants d'Amérique du Nord, la raffinerie Deer Park. Ce complexe géant de raffinage pétrolier, situé près de Houston, a longtemps fonctionné dans le cadre d'un partenariat entre Pemex et Shell. C'est ici qu'arrive l'un des pétroles les plus difficiles à raffiner au monde, le brut lourd mexicain Maya crude. Noir, épais, visqueux, semblable à du mazout chauffé, il paraît presque inutilisable pour produire de l'essence. Pourtant, c'est ici même qu'on apprend à le rééduquer. De loin, la raffinerie ressemble à une ville de métal. Des dizaines de tours, de tuyaux, de réservoirs et de plateformes s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les colonnes de distillation les plus hautes atteignent environ 60 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, rempli non d'appartements, mais de pétrole en ébullition. Tout autour règne le bruit incessant des pompes, la vapeur, l'odeur des hydrocarbures et la lueur des torchères où l'on brûle les gaz excédentaires. Tout commence avec l'arrivée du brut. Pétrolier ou pipeline, le Maya crude est acheminé jusqu'au site de la raffinerie. Il est stocké dans d'immenses réservoirs de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. C'est là qu'on le maintient au chaud et qu'on le prépare pour la première étape, la distillation atmosphérique. Le brut est pompé dans une colonne de grande hauteur et chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius. À l'intérieur, il commence à s'évaporer et les différentes fractions montent à des niveaux distincts. Les gaz légers et les composants de l'essence s'élèvent vers le haut. Les plus lourds restent en bas. C'est une séparation de base, mais pour un brut mexicain aussi lourd, ce n'est que le début du processus. Le problème principal du Maya crude, ce sont ses molécules. Elles sont longues, lourdes, complexes, riches en carbone et en soufre. Sous cette forme, elles brûlent mal et ne conviennent pas aux carburants modernes. D'où l'étape suivante, le craquage catalytique. Après la distillation primaire, les résidus sont dirigés vers des réacteurs spéciaux où s'opère le craquage des molécules. La température y atteint 500 degrés et la pression des dizaines de bars. À l'intérieur circule un catalyseur pulvérulent, semblable à du sable fin. Il est en mouvement constant avec les vapeurs de pétrole. Dans ces conditions, les longues chaînes d'hydrocarbures commencent à se fragmenter en chaînes plus courtes. Ce qui était un fioul lourd se transforme progressivement en composants d'essence, de gazole et de carburant aviation. Le processus est continu. Le catalyseur s'use, se régénère, se réactive et retourne dans le réacteur. Après le craquage, le carburant est loin d'être prêt. Le pétrole mexicain contient énormément de soufre. C'est précisément lui qui rend le carburant sale, toxique et nocif pour les moteurs comme pour l'environnement. L'étape clé suivante est donc l'hydrotraitement. Les flux de produits pétroliers sont dirigés vers de hauts réacteurs verticaux, où ils sont mélangés à de l'hydrogène pur. La température avoisine les 400 degrés. La pression dépasse 100 bars. Dans ces conditions, le soufre se sépare des hydrocarbures et se transforme en sulfure d'hydrogène. Celui-ci est capté, purifié, puis transformé en soufre technique. Ces réacteurs ressemblent à de gigantesques colonnes d'acier,
haute comme un immeuble de plusieurs étages. À l'intérieur, un système complexe de tuyaux, de catalyseurs et d'échangeurs thermiques. Tout fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, car même une courte pause signifierait des pertes se chiffrant en millions d'euros. Après purification, le carburant traverse encore plusieurs étapes. Stabilisation, filtration, mélange avec des additifs. Chaque type d'essence ou de gazole obéit à sa propre formule précise. Des systèmes informatiques contrôlent la composition du mélange, l'indice d'octane, la volatilité et la température d'inflammation, avec une précision à une fraction de pourcent près. C'est là que s'opère la métamorphose essentielle. Ce qui entre dans la raffinerie sous forme de liquide noir, visqueux et lourd, en ressort transparent, clair et volatile. Il s'enflamme facilement, brûle de façon homogène et répond aux normes environnementales européennes et américaines. Chaque jour, des centaines de milliers de barils de pétrole transitent par ce complexe. Cela représente des millions de litres de carburant qui partent ensuite par pipeline, train et camions-citernes à travers tout le continent. Chaque litre est le fruit de dizaines de réactions chimiques, de centaines de pompes et de milliers de capteurs. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est le contraste. À l'entrée, la raffinerie reçoit un produit qui ressemble à un problème. Épais, lourd, saturé d'impuretés. À la sortie, apparaît une ressource sans laquelle le monde moderne ne pourrait fonctionner. Autoroutes, lignes aériennes, logistique, villes. Tout commence ici, au milieu du métal, de la vapeur et de la haute pression. C'est précisément pourquoi Deer Park n'est pas une simple usine. C'est une immense fabrique de transformation, où l'ingénierie, la chimie et la rigueur modifient chaque jour les propriétés de la matière. Et chaque fois que vous faites le plein, quelque part au Texas, cette chaîne complexe a déjà œuvré pour transformer du pétrole brut mexicain en carburant léger, qui propulse votre avancée. Et pour faire avancer ma propre chaîne, j'ai besoin de votre abonnement. Le réseau mondial des raffineries pétrolières constitue l'un des plus vastes réseaux industriels de la planète. Au début des années 2020, plus de 700 grandes raffineries sont en activité dans le monde, avec une capacité cumulée dépassant 100 millions de barils par jour, soit environ 15 millions de tonnes de pétrole brut quotidiennement. Près de 20% de l'ensemble du raffinage revient aux États-Unis, qui demeure le premier centre mondial de raffinage pétrolier. En moyenne, une grande raffinerie moderne consomme entre 5 et 8% de sa propre production pour ses besoins internes. Fonctionnement des pompes, des compresseurs et des fours. Une telle installation peut utiliser une quantité d'électricité équivalente à celle d'une ville de plus de 100 000 habitants. La consommation d'eau est elle aussi colossale, de 2 à 5 barils d'eau pour chaque baril de pétrole raffiné. Les statistiques montrent qu'un baril de pétrole brut permet d'obtenir en moyenne environ 45% d'essence, 30% de diesel et de carburéacteurs. Le reste se répartissant entre fuel lourd, gaz et produits pétrochimiques. Le pétrole lourd, notamment mexicain, nécessite 30 à 40% d'énergie supplémentaire pour son raffinage par rapport au pétrole léger. Selon les organisations énergétiques internationales, les pays de l'OPEP exportent chaque année plus de 2 milliards de barils de pétrole brut destinés au raffinage dans des installations étrangères. Par ailleurs, plus de 60% des capacités mondiales de raffinage ont été construites après 1990, ce qui témoigne du renouvellement constant du secteur. Sur le plan financier, une grande raffinerie coûte en moyenne entre 5 et 10 milliards d'euros, avec un délai d'amortissement qui atteint 15 à 20 ans. Même un arrêt d'une journée d'une telle installation peut entraîner des pertes de plusieurs dizaines de millions d'euros et avoir un impact immédiat sur les prix des carburants dans toute une région.
Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille. Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan. Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électrique à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun. Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques. Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier, munis de rainures gravées, tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée,
Variation de température de -10 à +40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de deux façons. Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques, on fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement Xylane. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de xylane d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuites à 250 degrés. Le résultat est phénoménal. Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer. Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement aux boulons bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie.
On ne peut pas le détruire. On ne peut que le cacher. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours. Et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé, puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique, il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans « Alice au pays des merveilles ». Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950, où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels.
Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple, sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kg. Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains, situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation.
Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associée au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leur capacité, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs, qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie. C'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge. Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne, comme la lave au cœur d'un volcan. Et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion est traversé par un flux d'argon. Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes
et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible, et dans le même temps, comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 320 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal, et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique, et en 1781, Peter Yelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance. Chaque année, des milliers de tonnes de chaînes d'ancrage sont fabriquées dans le monde. Ces géants d'acier dont dépend littéralement le destin des supertankers et porte-avions. Mais que diriez-vous si je vous affirmais qu'un seul maillon de cette chaîne peut peser plus lourd que 3 adultes réunis et résister à des charges de milliers de tonnes en pleine tempête? Pourquoi les navires modernes nécessitent-ils des chaînes 3 fois plus imposantes qu'à l'époque du Titanic? Et quel minuscule détail à l'intérieur du maillon détermine si le navire restera à l'ancre ou dérivera en pleine mer? La plupart des gens ne remarquent jamais cet élément. Pourtant, c'est lui qui sauve la flotte dans les pires moments. Restez avec nous et vous découvrirez un fait sur ces chaînes qui transformera complètement votre vision de la sécurité maritime.
Les chaînes d'ancrage des supertankers et porte-avions modernes impressionnent par leurs dimensions. Le poids d'un seul maillon peut atteindre 250 kg, environ le poids de 3 hommes adultes réunis. À titre de comparaison, le légendaire Titanic, qui appareilla pour son unique voyage en 1912, possédait des chaînes dont les maillons pesaient environ 80 kg. En un siècle, la taille des navires et de leur système d'ancrage a triplé. C'est une réponse aux nouveaux défis. Les pétroliers modernes atteignent 400 mètres de long et pèsent des centaines de milliers de tonnes à pleine charge. Les porte-avions de classe Nimitz pèsent près de 100 000 tonnes. Maintenir de tels géants en place exige des chaînes d'une résistance hors du commun. La fabrication d'une chaîne d'ancre est un art à part entière, qui conjugue le feu, la force et la précision. Le processus débute avec une barre d'acier chauffé à blanc d'environ 160 mm de diamètre pour les plus grands navires. Cette barre est portée au four à une température de 1300 degrés Celsius, jusqu'à ce que le métal devienne rouge vif et malléable. Lorsque l'acier atteint la température requise, le façonnage commence. Des machines hydrauliques ou pneumatiques spéciales saisissent la barre incandescente et la cintrent en ovale. Ce n'est pas un processus rapide. Chaque mouvement doit être maîtrisé pour que le métal ne se fissure pas et conserve sa structure interne. Les maîtres le savent, cintrer trop vite et la barre se brise, trop lentement et elle refroidit, devenant fragile. Lorsque l'ovale est formé, ses extrémités restent ouvertes. C'est un moment critique. Le maillon chauffé est glissé à travers un maillon déjà achevé et fermé de la chaîne. On crée ainsi une liaison indissoluble. Chaque maillon passe physiquement à travers le suivant, comme les anneaux d'une cotte de mailles ancienne. Vient alors l'étape la plus délicate, refermer le maillon sans compromettre sa résistance. Plusieurs technologies existent. La traditionnelle, le forgage par résistance électrique, soude les deux extrémités sous une pression considérable. La plus moderne, le soudage par étincelage, chauffe les extrémités par une puissante décharge électrique jusqu'au point de fusion, puis les assemble instantanément sous une pression de plusieurs tonnes. Le point de jonction est le maillon le plus vulnérable de la chaîne. C'est là que l'acier a subi les contraintes thermiques et mécaniques les plus importantes. C'est pourquoi, après le soudage, le maillon est à nouveau chauffé et forgé sous un puissant marteau pesant plusieurs tonnes. Chaque coup de marteau compacte le métal, uniformise sa structure, élimine les micropores invisibles qui pourraient devenir des points de rupture futurs. Le processus rappelle la façon dont les forgerons médiévaux martelèrent leurs lames d'épées à maintes reprises, à ceci près que l'échelle est tout autre. Le marteau tombe d'une hauteur de plusieurs mètres, créant un impact de plusieurs dizaines de tonnes. L'acier incandescent étincelle sous les coups, acquérant progressivement une densité et une forme parfaites. Après le forgeage, l'ensemble de la chaîne subit un traitement thermique, une chauffe et un refroidissement contrôlé, qui confèrent à l'acier une combinaison optimale de dureté et de résilience. C'est un processus délicat. Si le refroidissement est trop rapide, l'acier devient cassant et risque de se fissurer sous charge. S'il est trop lent, il sera mou et se déformera. Les chaînes forgées possèdent un avantage unique sur celles moulées ou fabriquées par d'autres méthodes. Lorsque l'acier se déforme sous pression, sa structure cristalline s'aligne le long des lignes de contrainte, créant une texture fibreuse, semblable aux fibres du bois.
Cette orientation rend le métal forgé nettement plus résistant dans la direction où il subira la charge principale en service. Aucune chaîne ne part à bord sans avoir subi des essais rigoureux. D'abord, l'inspection visuelle. Chaque maillon est examiné pour déceler fissures, irrégularités, défauts de soudure. Ensuite, le balayage par ultrasons révèle les porosités internes et les micro-fissures invisibles à l'œil nu. Les rayons X contrôlent la qualité des assemblages soudés. Mais l'épreuve la plus décisive reste le test mécanique. Des sections de chaîne sont fixées dans des bancs d'essai hydrauliques et soumises à une charge dépassant de 1,5 fois à 2 fois la charge de service. Si la chaîne résiste sans déformation, elle est validée. Si un seul maillon manifeste une faiblesse, toute la section repart en refonte. Pour les plus grandes chaînes, ces essais atteignent des proportions impressionnantes. Imaginez une machine tirant une chaîne avec une force de plusieurs centaines de tonnes. C'est comme suspendre des dizaines de poids lourds à un seul maillon. Le métal gémit, s'étire, mais ne doit jamais céder. Les plus grandes chaînes d'ancrage ont un diamètre de tige compris entre 150 et 170 mm. C'est plus épais qu'un bras humain. Chaque maillon mesure environ 1 mètre de long et son poids, comme nous l'avons déjà mentionné, peut atteindre 250 kg. Pourquoi de telles dimensions? La réponse est simple, la résistance. Une seule chaîne de porte-avions doit supporter une charge de milliers de tonnes. Ce n'est pas une exagération. Lorsqu'un navire de 100 000 tonnes mouille par gros temps, la force du vent et des vagues génère d'énormes contraintes dynamiques. La chaîne ne doit pas simplement retenir le navire, elle doit absorber ces chocs, s'étirer et se comprimer, fonctionnant comme un énorme amortisseur. La longueur de la chaîne est tout aussi cruciale. Pour les grands navires, elle peut atteindre des centaines de mètres. Un porte-avions américain de classe Nimitz possède des chaînes de 120 mm de calibre, et chaque maillon pèse 163 kg. La longueur totale de chaîne à bord peut dépasser 500 mètres. Et le poids total de toutes les chaînes, plus de 200 tonnes. Si l'on examine attentivement les chaînes d'ancrage professionnelles, on remarque un détail intéressant. À l'intérieur de chaque maillon se trouve une entretoise transversale, le stud. Ce petit élément, en apparence, joue un rôle considérable. L'entretoise empêche les maillons de se déformer sous la charge, de se tordre ou de se replier en accordéon. Sans entretoise, la chaîne soumise à une forte pression risquerait de se déformer. Les maillons s'emboîteraient les uns dans les autres et toute la structure perdrait sa résistance. L'entretoise est soudée ou forgée à l'intérieur du maillon lors de sa fabrication et devient partie intégrante de celui-ci. Pour les plus grands maillons, cette entretoise peut peser à elle seule entre 20 et 30 kg. Créer la chaîne n'est que la moitié du travail. Il faut encore la protéger contre l'ennemi principal de toutes les structures métalliques en mer, la corrosion. L'eau salée, particulièrement sous les tropiques, est extrêmement agressive. Sans protection, même l'acier le plus résistant commencera à rouiller en quelques mois. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. La chaîne terminée est plongée dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés Celsius. Le zinc recouvre chaque centimètre de surface d'une couche épaisse qui agit comme une anode sacrificielle. Il s'oxyde à la place de l'acier, protégeant ainsi le métal de base.